Je suis Gaston Fontanille. Je vous ai conté ma jeunesse et mes premières escroqueries dans les 2 épisodes précédents. Elles m'ont valu la prison dont je suis sorti en 1914. La guerre. Quelle aubaine inespérée pour un esprit aussi entreprenant que le mien. Réformé pour cette maudite tuberculose, je ne pouvais pas combattre au front, mais j'allais mener ma propre guerre à coups de brochures. Si je ne pouvais pas me battre avec les armes, j'avais d'autres atouts. L'écriture, par exemple. J'ai fondé les éditions de Landres, domiciliées au 41 boulevard Haussmann, et lancé les Cahiers de la guerre. Un coup de maître. Pourquoi nous serons vainqueurs? Le premier numéro s'est vendu à 325 000 exemplaires. Les Cahiers de la guerre paraissent à un rythme bi-hebdomadaire, et le siège des éditions de Landres déménage au 11 rue Bergère au mois d'octobre 1914. J'ouvre 2 petites boutiques. La première est située aux 8 places de l'Opéra et l'autre au 71 avenue des Champs-Élysées. Jusqu'à décembre 1915, ce seront 18 numéros des Cahiers de la guerre qui paraîtront. J'ai plusieurs cordes à mon arc et je publie aussi des cartes militaires du théâtre de la guerre dont voici un exemple en couleur avec les positions des divers corps de troupes alliées ou ennemies. Celle-ci se présente en format respectable de 92 sur 125 cm. En janvier 1915, j'édite une carte symbolique de l'Europe. En février, je signe un accord de distribution sur Paris du quotidien genevois La Guerre mondiale. C'est à cette période que je diffuse un de mes premiers timbres patriotiques représentant Jeanne d'Arc en feuillet de 6 ou 10. Ce sera la seule vignette de Landres où le prix est indiqué dans la marge. En avril, je publie un ouvrage illustré sur les uniformes français, au travers les âges, par le peintre militaire renommé Charles Brun. Je publie à l'été 1915 un fascicule intitulé « L'ange brisé, l'oiseau noir ». Ce document comprend 12 photos relatant la destruction de la cathédrale de Reims en septembre 1914. L'oiseau noir est à cette période le corbeau allemand. La cathédrale est quasi détruite par les Allemands car elle permet, grâce à sa hauteur, de renseigner les guetteurs français embusqués dans ses tours sur les positions et les mouvements de troupes de l'armée allemande. Parmi les exactions allemandes, la statue la plus emblématique est celle qui représente l'ange au sourire, qui sera reconstruite à l'identique quelques années plus tard. L'ange martyrisé retrouvera donc son légendaire sourire. En juin, les éditions de Landres déménagent aux 14 et 16 rue des Petits Hôtels. En juin 1915, j'édite la première des 3 versions de mon catalogue spécial des timbres de guerre. Ces catalogues permettent aux collectionneurs de commander les vignettes ou les timbres postes qui manquent à leur collection. En parallèle, un petit prospectus distribué dans Paris permet de commander mes catalogues par courrier moyennant finance. En juillet 1915, peu après l'édition du catalogue d'achat des vignettes, je lance la vente de l'album des timbres de guerre. D'août à novembre 1915, je pensais initialement proposer directement mes vignettes aux soldats mobilisés, mais le ministère de la Guerre, au courant de certaines de mes activités illicites, me refuse cette possibilité. Je me tourne alors vers le grand public. Et c'est une réussite. L'élan patriotique et l'intérêt pour l'armée fonctionnent à merveille. À cette période, l'essentiel de mes revenus repose sur la vente des vignettes. Par conséquent, je mets l'accent sur cette production qui mobilise de nombreux illustrateurs de renom. Parmi les plus célèbres, je citerai Charles Brun, peintre officiel du ministère de la Guerre, mais également Benjamin Rabier, George Scott, Joseph de la Nézière, Camille Bélanger et bien d'autres. Pour faire plus sérieux, je me décerne le titre ronflant de directeur de l'administration des timbres de guerre. Mes timbres de guerre sont vendus sous forme d'enveloppes contenant des quantités variables de vignettes et portant sur différents thèmes. Régiment anglais. Timbre militaire de l'armée française. Vignettes de Landres russe. Vignettes de propagande. Pour les étrennes nationales. Les affaires marchent bien. Pour assurer le meilleur rendement de mes ventes de timbres de guerre, je mets au point un système d'abonnement. Mes clients, alors fidélisés, reçoivent donc régulièrement à leur domicile des lots de vignettes à classer dans leur album par l'intermédiaire de ces petites enveloppes. Je peux également, grâce à mon secrétariat, faire parvenir aux collectionneurs les vignettes qu'ils ont choisies à la pièce ou par lot dans mon catalogue où figurent les prix. J'édite une affiche patriotique, France toujours, France quand même, représentant le défilé des armées françaises de Vercingétorix à Joffre.
Mélenchouan et soldats de l'an 2, mousquetaires et troupes coloniales, Jeanne d'Arc et Bonaparte autour d'une colonne. Cette affiche spectaculaire haute de 110 cm et large de 45 cm reprend pour titre une citation de Déroulède. En mars 1916, la société Delandre et compagnie est officiellement constituée par Gaston Delandre et Lucien Mériel. Ce dernier apporte 150 000 francs en cash pour investir dans du matériel d'imprimerie pour développer le marché des timbres de guerre. Le siège social est 14 et 16 rue des Petits Hôtels. En pratique, le nom « Éditions Delandre » continue à être utilisé. En mai 1916, j'ouvre une boutique dédiée aux timbres de guerre et autres productions des Éditions Delandre. La boutique se situe à côté du Café de la Paix dans les murs du Grand Hôtel. Je publie en juillet le livre « Halte là, qui vive » de Charles Mathiot. La couverture indique un bureau des Éditions Delandre à Londres. Je publie également le livre « Louvainville martyr » d'Albert Fuglister. La couverture et l'affiche de propagande sont réalisées par Charles Brun. Septembre 1916 est probablement l'âge d'or de mes affaires. J'ai très tôt compris que la réclame que l'on n'appelait pas encore la publicité était le nerf de la guerre. Je fais donc feu de tout bois et j'imprime des affiches apposées dans les lieux publics. J'achète des pages publicitaires qui paraissent régulièrement dans divers journaux, notamment l'Illustration. Mes productions s'arrachaient. J'étais devenu une sorte de figure publique, un expert de la guerre avec mes entrées au ministère. Là-bas, j'ai vite compris qu'il y avait encore plus d'argent à se faire. Les commandes de fournitures militaires, gants, périscopes, couteaux pour les tranchées, je ne pouvais pas résister. C'était trop facile. Je me voyais déjà millionnaire. Mais ces maudits Russes, ils ont passé des commandes énormes, et pour les honorer, j'ai dû emprunter. La première commande, ça allait, mais la seconde. En décembre 1916, je décide de lancer un nouvel album en complément de mon album des timbres de guerre. Il s'agit cette fois de l'album des timbres de charité. Celui-ci vise plutôt une clientèle féminine. À l'instar de l'album des timbres de guerre, des cases pré-imprimées permettent de recevoir les vignettes Croix-Rouge émanant de divers organismes de charité et de comités de bienfaisance. Cet album restera assez confidentiel car suite à la plainte d'éditeurs italiens qui m'accusent de plagiat et surtout des sociétés Croix-Rouge qui me reprochent de ne pas leur avoir reversé le produit des ventes de vignettes, je suis incarcéré. Je suis condamné à 5 ans de prison et en septembre 1917, les Éditions Delandre sont déclarées en banqueroute par le tribunal de commerce. Alors, me voilà. Sans un sou, mais toujours avec les idées. Car la roue tourne toujours, surtout pour un homme qui sait s'adapter. Et croyez-moi, l'histoire ne fait que commencer. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. L'Association française d'hérinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.